Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Aller au cinéma? Il y a quelque chose à voir? Je ne sais pas, je regarde. Vous voulez voir La classe ouvrière va au paradis? La classe ouvrière va au paradis d'Elio Prétri, film essentiellement politique qui, tout en dénonçant les servitudes de la condition ouvrière, s'efforce de définir une nouvelle conception des rapports humains. Ni tract, ni reportage, ni exercice de rhétorique. Ce film est un vrai film, c'est-à-dire une œuvre élaborée, composée, rythmée, qui nous fait puissamment ressentir les obsessions et les contradictions du personnage principal, son âpreté au gain, puis cette impression qu'il éprouve que son cerveau s'évade, qu'il perd sa conscience d'homme, la confusion de ses idées, ses poussées de fureur, de démence. On va faire encore regarder la télé. Au moins Belmar et Guilux portent leur connerie sur leur visage, c'est plus. Oui, enfin c'est plus souvent à l'intérieur, dirons-nous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de La Voir avec l'atelier critique de Rennes 2. Je suis aujourd'hui votre présentatrice, je m'appelle Victoire et avec moi j'ai 4 étudiants que je laisse se présenter. Je m'appelle Eliab. Bonjour, c'est Mathéo. Et moi c'est Eric. Et moi c'est Jules. Et aujourd'hui au programme 3 films, Dossier 137, Kika et Bugonia. Et on va commencer tout de suite avec Dossier 137. Oui, alors du coup, moi je voulais commencer avec ce film parce que je l'ai assez peu aimé en réalité. Je trouve qu'il manque cruellement de singularité au niveau de sa mise en scène et de sa réalisation. Néanmoins, je pense pas que c'est le cœur du film. Je pense que le film se veut avant tout politique, entre guillemets, ce qui base toute sa narration là-dessus. D'ailleurs, la narration qui est pour moi un peu un problème du film parce que le scénario est excellent, mais la mise en scène du scénario est mauvaise à mon sens. Notamment avec beaucoup de clichés, beaucoup de poncifs au niveau des personnages, avec des personnages très fonctions, des dialogues franchement bas de gamme par moment, et un jeu d'acteur aussi assez pauvre, hormis l'actrice principale qui tient franchement le film. Et je dois dire que le film est assez intéressant par contre sur son message politique avec beaucoup de nuances. Néanmoins, il déresponsabilise un peu trop l'IGPN à mon sens. Et comment dire... Par contre, c'est intéressant de parler de la filiation aussi, du côté émotionnel des policiers. Et c'est là-dessus que le film tient vraiment sa tension, mais en dehors, il n'arrive pas à maintenir une vraie tension, à mon sens. Okay. Du coup, pour revenir dessus, c'est vrai que moi je suis assez d'accord. Je trouve que le film, quand bien même il aurait un propos louable, le fait qu'il y ait une absence totale de mise en scène, où ça reste assez plat, je trouve que ça dénature la chose. Et c'est vrai que par moments j'ai l'impression que ça vise à déresponsabiliser l'IGPN et quelque part à tolérer entre guillemets en fait ce qui se passe au sein de l'institution. Et donc il n'y a pas vraiment c'est vrai de message politique, mais en même temps ça dénonce pas particulièrement non plus. Ça reste un peu en surface des choses. Et même si on a des passages, des scènes où les dialogues veulent mettre justement veulent montrer en fait la difficulté de l'institution que l'institution peut rencontrer. Du coup ça reste assez parce que comme la mise en scène ne suit pas, moi en tout cas j'ai pas eu le sentiment de vivre en fait ce qui se passe. Voilà, ça reste un peu anecdotique pour moi et je trouve ça un peu dommage en fait. Moi pour rebondir sur ce qu'ont dit Eliam et Mathéo, il y a des deux critiques qui sont passées, il y a des trucs dont je suis d'accord sur le côté la mise en scène est plate, mais en même temps est-ce qu'elle n'est pas plate pour le côté protocolaire et de la rigueur du métier et de toute la paperasse qui va avec. Après ça c'est un peu un débat et en même temps ça fait un peu un truc facile, le côté on fait une mise en scène qui est assez plate, qui a un peu de mouvement de caméra juste parce que justement comme c'est protocolaire c'est facile mais en même temps c'est efficace. Après sur le côté de la nuance, moi je suis assez d'accord avec Mathéo, il y a plus de nuances que sur beaucoup de films quand même qui se veulent politiques et au moins ça donne... Parce qu'il y a quand même... Le réalisateur prend quand même le parti, enfin je trouve en tout cas qu'il prend quand même le parti de condamner les actes de violence policière et en même temps il nous laisse quand même le choix dans plusieurs interprétations dans le film et je trouve qu'au moins ça change et on peut se faire vraiment notre avis avec un peu tous les tenants et aboutissants. Et après, c'est vrai que ça montre aussi, par contre, pas l'inaction, mais la difficulté de l'IGPN à mener une enquête à bien et qui travaille beaucoup pour, au final, essayer de condamner les policiers qui font mal leur travail et qui, en fait, sont condamnés par leur hiérarchie et par aussi le ministère plus haut. Et donc, je trouve qu'au moins, le film a
des nuances et nous laisse le choix de prendre parti pour tel ou tel personnage et telle ou telle pensée. Mais après, c'est clair que la mise en scène est peut-être un petit peu plate et peut-être un petit peu facile par rapport au sujet. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt un film intéressant qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est en tout cas discutable et qui est beaucoup discutable dans le sens où il y a quand même débat et qui est pas inintéressant et vide de sens en tout cas. Moi je trouve que, enfin je saisis pas trop le côté interprétation parce que je trouve que, enfin, dans sa mise en scène il y a une telle surabondance de plans en fait qu'on n'a même pas le temps de se mettre à la place des personnages, de réfléchir en fait sur l'image et ce qu'ils nous présentent. Et donc au final c'est, je trouve ça assez linéaire en fait et les personnages sont plats en fait. En fait j'ai pas l'impression de me mettre à la place des personnages parce qu'il y a tellement de plans que j'ai pas le temps en fait. À partir du moment où je commence à réfléchir sur un plan en particulier, déjà qu'on passe à l'autre. Et donc en fait, je vois pas je sais pas, j'arrive pas à saisir en fait le côté interprétatif. Je trouve que justement le fait qu'il y ait une surabondance de plans, on nous mène un peu vers une finalité qu'on veut presque nous imposer entre guillemets. Enfin, pas forcément nous imposer, mais en tout cas qui est indubitable. Donc ouais, voilà, je sais pas. Moi, en tout cas, je trouve que c'est assez linéaire en fait. Après, d'un côté interprétation, je disais pas pour chaque personnage, je disais plutôt ou alors on est du côté de Léa Drucker, enfin du côté de l'IGPN qui mène l'action, ou alors quand même le côté des violences policières. Après, en principe, on n'est pas pour la violence policière, mais bon. Ça dépend. Malheureusement, ça dépend. C'est pas pour chaque personnage interpréter ou se mettre à la place de chaque personnage, mais c'est plutôt dans l'idée d'entité, IGPN, entité contre les violences policières et entité la police qui condamne pas. C'est pas pour chaque personnage essayer de s'identifier et après d'interpréter chaque parole de chaque personnage. C'est clair qu'après, dans toutes les personnes qui sont impliquées pour l'enquête, tous les policiers qui sont impliqués qui ont fait la violence ou alors qui enquêtent dessus, les personnes à côté, c'est clair, il y a trop de personnages pour s'identifier à chaque personnage et interpréter chaque idée, ça je suis d'accord par contre. C'est plutôt dans l'idée des deux entités, IGPN et violence policière, quoi. Moi je suis d'accord avec Eliane notamment sur la mise en scène, mais je trouve que vous faites un peu trop la dichotomie Léa Drucker contre les violences policières et qu'il y a quand même une grande place accordée aux victimes, surtout sur la scène conclusive, et c'est ce qui sauve pour moi le film sur son propos. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que le film aurait été très tiède et aurait manqué vraiment de force, mais je trouve que c'est vraiment pertinent d'avoir fini là-dessus. Et d'ailleurs au niveau de la réalisation, j'étais un peu dur, mais je trouvais ça quand même intéressant de prendre des extraits vidéo de téléphone, etc., film au téléphone. Ça rajoutait un peu de matérialité et d'immersion à la chose. Et il y a des scènes qui arrivent à avoir une tension, mais d'autres qui n'arrivent absolument pas à en avoir, notamment dû au rapport entre les personnages et l'écriture de certains personnages, comme l'a dit Eliam, qui sont vraiment à revoir à mon sens, quoi. Je suis d'accord avec toi, Mathéo, sur le côté de la dernière scène, quand même, il y a de la nuance, ce que je disais un peu avant, il y a de la nuance, mais quand même la dernière scène donne l'avis du réalisateur. Finir sur une telle scène avec un tel témoignage, c'est quand même fort. Il se passe rien, c'est juste quelqu'un qui est face à la caméra qui parle, mais c'est là qu'on comprend quand même le point de vue du réalisateur, et donc il y a peu de débat au final après sur son interprétation, mais c'est nous qui nous faisons notre interprétation à la fin. Mais en tout cas, il est nuancé, mais au moins on comprend l'avis du réalisateur, et ça qui est quand même assez fort dans le film, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un bon film dans l'ensemble en tout cas. Complètement. Et moi, plus j'en parle, en fait, plus je me rends compte que ça montre aussi les hiérarchies au sein de la police même, quoi, et que l'institution policière est extrêmement inégalitaire en son sein, et qu'il y en a qui vont avoir des prises de position supérieures à d'autres, etc., qu'elle doit passer par beaucoup d'intermédiaires, et qu'elle est obligée d'enfreindre beaucoup de règles, ce qui est assez cocasse dans le film, mais ce qui est intéressant justement, de montrer qu'elle est obligée de dépasser son métier pour pouvoir le rendre entre guillemets humain, alors que ça devrait être la base de son métier. Et voilà, je trouvais que le film était assez intéressant, mais qui poussait peut-être pas assez ce point-là. Moi, il y a une scène qui m'a marqué particulièrement, c'est dans le supermarché. Je trouve que c'est la seule qui marche, parce qu'il y a vraiment ce côté voyeuriste dans la réalisation, justement, pour une fois. Et je trouve que là, ça marche, et le reste du temps, ça marche assez peu, malheureusement. Mais ça reste un film plutôt correct, globalement, et solide. Ok, donc beaucoup de c'est vraiment pas bien, mais visiblement le film a quand même plu. Je pense que c'est plus, du coup c'est vraiment que le côté personnage, quand son personnage, j'ai l'impression qu'il fait plus débat autour de vous, mais dans l'ensemble le film vous a plu. Alors moi personnellement ça m'a pas plu. Ouais, non, pas toi. Non, Liam, tu l'as pas plu du tout. Il y a très peu de choses qui m'ont intéressé dans ce film là. Après ça veut pas pour autant dire qu'il faut le rejeter, hein. Faut quand même regarder le film.
Mais en fait, le film repose tellement sur son scénario que moi, ça m'intéresse pas de le voir. En fait, je vois pas l'intérêt de faire un film qui repose sur un scénario. Pour moi, le cinéma, ça repose aussi sur l'image. Et là, je crois qu'il délaisse un peu trop ce côté-là. Et qui tombe assez facilement dans la facilité. Parce que, du coup, si on revient sur du coup, le témoignage à la fin du film, c'est vrai que c'est intéressant qu'ils le mettent. Moi, je trouve ça bien. Parce que, du coup, effectivement, ils se repositionnent. Mais je trouve ça trop facile, en fait. Parce qu'il se repose sur un plan fixe à la fin pour dire voilà, je prends aussi le parti des victimes. Pour moi, ça aurait été. Il aurait dû faire ça de manière un peu implicite et différemment, histoire qu'on le ressente plutôt qu'on ne le voit. Mais ça aurait été peut-être plus intéressant pour moi. Après, moi je pense, vrai c'est mon point de vue, parce que du coup, quand j'ai vu le film, j'ai quand même l'impression que du coup, ce parti pris de prendre des vidéos, enfin de faire des vidéos au téléphone et ce fameux dernier plan avec cette victime qui parle, c'est peut-être un rappel des documentaires qu'on a eu sur les Gilets jaunes. Donc, du coup, certains documentaires avaient repris du coup ce montage de vidéos filmées au téléphone par les victimes et ces témoignages de victimes qu'ils avaient mis sur un fond gris avec du coup leur visage tuméfié aux violences policières. Mais du coup, après, est-ce que c'est vraiment le cas pleinement du réalisateur d'avoir fait ça? Je sais pas, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même une sorte d'hommage en quelque sorte à ces documentaires-là. Vraiment, j'ai pas vu ça comme ça. Au contraire, moi j'avais beaucoup aimé, un peu comme ce qu'a dit Mathéo au début, moi ça m'a un peu décontenancé. Et en y réfléchissant, je me suis dit que j'avais beaucoup aimé le fait qu'il y a plusieurs couches dans ce qu'il nous montre, avec du coup ces différentes dimensions, avec le téléphone, pas le téléphone, l'utilisation de la voix off aussi, qui était intéressante. Ok. Non, je vais juste, parce que j'avais envie de vous entendre parler d'un truc, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur ces vidéos, en tout cas, effectivement, plus que de rendre hommage aux documentaires qui ont été faits, c'est vraiment, quand même ces vidéos-là ont une place hyper importante dans l'espace aussi médiatique de façon générale et sur les réseaux sociaux. Donc, même si les documentaires en ont fait usage, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix de traiter de ce truc-là sans parler des vidéos qui sont un petit peu omniprésentes. Et les vidéos des petits chats, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais en fait, non, mais, parce que ça m'interroge aussi, mais la sous-intrigue des petits chats a forcément du sens. C'est toujours le même truc, c'est trop explicite. Comment dire, on voit déjà ce que le réalisateur veut montrer avec ce plan-là, et ouais, je sais pas, je trouve ça un peu facile aussi. Ouais, moi j'ai trouvé, justement, ça illustrait vraiment que le film était beaucoup trop verbeux et que généralement il se contentait. Enfin, franchement, ça je comprends pas. C'est tout ce que je déteste dans le cinéma, quand tout est trop dit. Et j'ai trouvé ça vraiment un peu ridicule. Et encore une fois, ces personnages fonctionnent pour amener un petit propos. C'est comme quand l'enfant il demande pourquoi la police, tout le monde la déteste. Ça peut être intéressant, mais il en fait peu de choses en réalité. Et là, je trouve que c'est exactement pareil. Enfin, c'est... En fait, les questions qu'il se pose, il les fait poser à travers ses acteurs, et je trouve ça un peu dommage. Alors qu'il devrait le faire poser à travers sa mise en scène. Et du coup, en les faisant poser à travers ses acteurs, voilà, il y a une évidence en fait qui est un peu embêtante, quoi. On n'est jamais surpris dans ce film-là, j'ai l'impression. En tout cas, moi, quand je l'ai regardé, je me suis pas une seule fois que j'ai été surpris de... Et ça vous a pas questionné le moment où, du coup, parce qu'il y a quand même un parallèle, pour reprendre ce que disait Antonin, il y a quand même un parallèle au fait qu'au début, elle est sur son téléphone pour voir du coup les vidéos filmées durant les manifestations des Gilets jaunes, et qu'à la fin, elle est, et on nous l'amène via le personnage de sa maman, sur son téléphone, et elle regarde des vidéos de petits chats, et en montrant à son fils, oh regarde, mais c'est trop mignon, et le premier truc que son fils lui demande, alors qu'il voit son travail pendant tout le temps, à ce moment-là, c'est est-ce qu'elle va bien? En fait, moi, je pense que c'était surtout pour donner un peu de douceur au personnage, pour montrer qu'elle est quand même un peu... ouais, que c'est pas juste le travail, alors que, bon, pendant quasiment tout le film, c'est ça, mais je suis d'accord avec Mathéo William, celle-là a l'air un peu... Enfin, c'est un peu trop évident, quoi. Juste montrer des vidéos de petits chats pour dire, mais regardez, je suis quelqu'un de doux, alors que... Enfin, pas de doux, mais ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais quelqu'un qui a un peu de je sais pas trop comment, je trouve pas trop de mots, mais... C'est une manière de s'échapper de la réalité. Oui, aussi, mais après, c'est que c'est un peu trop, quoi. Enfin, il y a quand même... La scène au bowling, par exemple, où elle revoit son ex, au moins, on voit que... au moins un petit peu facile. Enfin, jouer au bowling, mince, mon ex est là avec sa copine. Mais au moins, je trouve que c'est un petit peu moins monstratif, quoi. C'est moins évident...
Là, je regarde des vidéos de petits chats sur mon portable, c'est un peu trop, quoi. Enfin, on n'y croit pas trop pour caractériser le personnage. Moi, je suis pas sûre que c'est plus pour caractériser le personnage, mais plus que ce que ça en dit, parce qu'il y a eu tout le débat aussi avec je sais plus si son père ou son beau-père, en tout cas la personne avec qui sa mère vit, qui dit oh regarde ta mère, elle s'informe même plus, elle est que en train de regarder des vidéos de petits chats. Et autre, je pense, le fait de peut-être montrer ce côté doux du personnage qui pour moi est montré dans la scène du début où elle récupère ce petit chat, m'a fait un peu penser au Save the Cat. On va l'attendrir, ce personnage vous allez vous attacher parce qu'elle s'attache à un petit chaton qu'elle a sauvé. Mais là je pensais peut-être plus le fait de questionner notre consommation de vidéos et d'informations. Moi en tout cas je l'ai vu comme ça, plus que le fait d'attentir le personnage, vu que c'est toujours en fait d'où pour moi le fait que la mise en scène est intéressante. Il y a toujours ce questionnement de d'où on prend l'information, comment on la prend, qu'est-ce qu'on en fait, et est-ce qu'on accepte de la voir, ou est-ce que du coup on préfère voir des vidéos de petits chats sur internet parce que du coup c'est plus sympa. Tout à fait, mais en fait l'un n'empêche pas l'autre, et c'est ça qui est terrible dans notre société actuelle. Je vais faire un peu le réac là, mais c'est que sur les réseaux sociaux, l'algorithme est tellement aléatoire et fait pour t'attirer l'œil que tu peux très bien tomber sur une vidéo de Gazaoui par exemple et juste après tomber sur une vidéo de chat, et la brutalité de la transition elle s'opère très peu dans le cerveau, et au final du coup ça diminue l'impact des images et on est tellement lissé émotionnellement à ce niveau-là. Je trouve que ça aurait pu être intéressant dans le film, mais comme l'a dit Rick, pour moi il le fait peut-être pour ça, mais alors il le fait peut-être pas assez bien. Je saurais pas comment le faire, j'avoue, je suis pas metteur en scène ni rien. Mais par contre, ça aurait pu être intéressant de plus questionner ça, effectivement, le rapport aux images, et que maintenant on va filmer beaucoup plus, parce que du coup, entre guillemets, le peuple a accès aussi aux images. C'est plus quelque chose de conservé, d'élitiste entre guillemets. Maintenant, c'est démocratisé, et pour le meilleur comme pour le pire, du coup. Ok, merci. On va enchaîner avec Kika, et c'est Rick qui va vous présenter le film. Oui, alors c'est le premier film, si je dis pas de bêtises, de Alex Poukine, si je prononce bien. Et donc moi quand je suis allé le voir, j'avais aucune idée de l'histoire et du scénario, et je trouve que que ça marche encore mieux d'aller voir le film sans avoir l'idée du scénario. Et en fait au début du film on se dit que ça va être un film social, parce que le personnage principal est assistante sociale, puis ça va être une comédie romantique, puis ça va juste être une comédie, puis quelque chose sur le deuil. Et en fait, je trouve que le début du film, les 15 premières minutes, avec des coupes très franches d'une scène à l'autre, et justement cette multitude de genres qui se succèdent, je trouve que ça marche très très bien au début. Et en fait, ça nous perd comme le personnage, quoi. Le personnage traverse plein d'émotions différentes et de passages et de moments très durs et très différents les uns des autres, et je trouve que ça marche très très bien. Et après dans le film, donc après elle fait pour joindre les deux bouts, je sais pas trop comment on dit, elle fait du BDSM si je dis pas de bêtises, et donc je trouve que ça c'est la plus grande part du film, et le film après parle de ça, mais en fait on comprend pas trop comment ça se fait qu'elles doivent joindre les deux bouts alors qu'elle a un métier. Et je trouve que au début, on comprenait bien l'idée que le personnage est perdu avec le montage et la succession de limite de scénettes qui marchent indépendamment. Et après, au fur et à mesure du film, même si le film reste très agréable à regarder, je trouve qu'on perd un peu trop le personnage dans la multitude de scènes où elle fait du BDSM. Mais après, je trouve que ça fait trop pour pas apporter grand-chose, parce que le personnage, on comprend depuis pas mal de temps. Et au final, ça fait un film qui je trouve est un peu trop long. Il aurait gagné à être un peu plus court en dynamisme, et je pense que l'histoire aurait tenu en étant un peu plus courte, mais je trouve que le film quand même marche bien, surtout sur les 15-20 minutes, mais je trouve que le film est quand même vachement agréable à regarder, et il dit quand même quelque chose d'intéressant sur actuellement la difficulté du corps pour la femme, et aussi la difficulté de devoir je vais le redire, de devoir joindre les deux bouts. Et je trouve que le film est vachement intéressant. Il aborde aussi cette question de la difficulté financière aussi avec un nouvel angle, et c'est pour ça que le film, je trouve, est intéressant et se regarde très très bien et vachement agréable à regarder. Et l'actrice principale, dont j'ai pas le nom, je m'excuse, est vachement forte aussi, et j'ai trouvé ça quand même un film très efficace, très agréable, avec quelques défauts, mais comme tous les films en général.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le mélange des genres qui est très intéressant, mais c'est aussi très confusant. Donc c'est plaisant de voir un film qui alterne entre la comédie, le drame, le deuil, le développement d'un personnage, d'un milieu social. Ce qui fait qu'au final, on ne sait pas trop sur quel pied danser parce qu'on se lance dans l'idée qu'on va suivre ce personnage. Au final, on suit plutôt un milieu et finalement, on n'apprend pas grand-chose de ce milieu non plus. Enfin, il y a beaucoup de pistes qui sont lancées et qui sont toutes intéressantes à suivre, donc ce qui fait qu'il y a une globalité, une cohérence quand même qui est plutôt riche et donc qui ne nous laisse pas indifférents dans le film, mais on ne sait pas non plus toujours quoi en faire parce qu'on se dit ah ok, ça bascule, on va découvrir ce milieu du BDSM, mais finalement je pense qu'on découvre plutôt des scènes exceptionnelles de ce milieu et très anecdotiques qui doivent pas correspondre au quotidien de ces personnes, comme certaines prostituées le disent à un moment. Là, tu as eu beaucoup de chance, mais c'est pas ça notre vie en général. Ce qui fait que on suit un personnage et finalement, on le creuse pas tellement. Ce personnage, on développe pas sa relation avec sa mère et son beau-père, qui est pourtant une relation qu'on voit bien qui est très compliquée. Même la relation avec sa fille, dans ce moment difficile, elle est pas tant poussée. J'ai le sentiment qu'on ouvre beaucoup de pistes, mais qu'on nous laisse sur la piste. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'on suit beaucoup la personnage principale, le protagoniste, et qu'à la fois c'est la qualité et le défaut du film, parce que du coup on est un peu assujetti à son regard et on vit tout en même temps qu'elle. Et du coup c'est assez intéressant d'un point de vue subjectif. Mais c'est vrai que du coup moi j'aurais aimé qu'on s'intéresse presque plus aux personnes qui vont consommer du BDSM entre guillemets. Et ça le film le fait assez subtilement à 2 reprises. Et notamment une avec un dialogue où je sais plus ce que dit exactement le type, mais c'est que c'est le seul moment où il pouvait avoir le contrôle sur sa douleur, et parce qu'il avait des problèmes de dos ou je ne sais plus quoi. Et je trouve que là, le film, il pointe le doigt sur énormément de choses intéressantes, et le film est franchement subtil, parce que au début, il nous mène dans une comédie romantique. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment ultra cliché, mais en fait, il y a les ruptures de ton, comme a dit Rick, avec des fondus au noir extrêmement brutaux, et tout s'enchaîne vite. Et on est un peu pris dans la confusion, etc. Et c'est vrai que le personnage n'est pas très développé, entre guillemets, alors que pourtant, il y a plein de micro-pistes narratives qui s'entremêlent. Et le film est vraiment assez confusant là-dessus. Mais je trouve que justement, c'est assez intéressant parce qu'il propose beaucoup de choses. Et notamment au niveau de la colorimétrie, avec un rouge assez poussé, on passe des couleurs assez ternes dues à son métier d'assistante sociale à l'origine, à des couleurs beaucoup plus vives. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et la scène quasiment finale est absolument sublime pour moi, où un câlin lui fait beaucoup plus mal que des coups, parce qu'elle va faire elle-même une séance de BDSM. Et je trouve que le film est assez fou là-dessus, sur ce qu'il montre, sans pour autant, alors à l'inverse de Dossier 137, sans l'expliciter avec des mots. Et là, je trouve que c'est justement par la mise en scène, la caméra qui suit des plans longs, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment des idées. En tout cas, c'est vraiment un super premier film, si c'est un premier film. Et je trouve qu'il y a énormément d'idées de mise en scène. Alors, il me semble que c'est un premier film de fiction, mais la réalisatrice a déjà réalisé un documentaire, d'où le fait que certains moments, en tout cas pour moi, je trouve que ça se ressentait dans le film, parce qu'il y a certains passages où tu dis qu'elle a déjà filmé du réel, et que t'as cette bordure entre le fiction et le réel dans son film pour certains passages. Je sais que le scénario, j'ai pas trop accroché au début. J'ai un peu de mal avec l'histoire, où je trouvais que ça faisait très début, milieu, fin. Mais du coup, c'est pas forcément ça. C'est vraiment le début qui m'a mis sur une mauvaise voie, on va dire. Après, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Mathéo, Rick et Jules, où déjà, je trouve qu'on a, comme tu disais, comme disait Mathéo, on a assujetti au regard de l'actrice. Je trouve ça un peu dommage aussi. Après, je trouve qu'il y a des scènes très intéressantes. Vraiment une où il y a un homme qui est déguisé en bébé. Je la trouve complètement folle, cette scène-là, hyper intéressante. Je trouve ça assez hallucinant. Mais en fait, le film, en général, je le trouve assez hallucinant, parce qu'il parle vraiment d'un sujet dont pas grand monde est familier, je pense, et dont beaucoup a des préjugés. Et donc ça tend un peu à déconstruire ça aussi. Après, c'est une certaine lecture aussi du BDSM, mais je trouve ça intéressant qu'il
qu'elle nous propose du coup cette vision-là sans nous l'imposer du coup, parce que voilà, elle laisse aussi le temps durer, hein, et ça c'est vraiment intéressant. Après c'est vrai que des fois vers le milieu du film j'avais l'impression que ça tendait un peu à s'essouffler, ça se faisait un peu long, mais dans l'idée moi j'ai bien aimé le film, je trouve que ça m'est particulièrement marqué, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant à voir, et il y a vraiment pas mal d'éléments très intéressants à analyser et à réfléchir dessus. Moi, je voudrais juste revenir aussi sur ce qu'a dit Rick sur la répétition. Beaucoup de scènes qui se répètent, entre guillemets, sur le fait qu'elle va donner des séances, entre guillemets, de BDSM. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est toujours des pratiques extrêmement variées, extrêmement personnelles, qui sont souvent liées à des traumatismes psychiques, etc. Ou des vécus pas personnels. Et moi, ça m'a fait penser, alors le parallèle est un peu douteux, mais avec Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, sur toutes les scènes où elle se prostitue, etc. Et alors là, on sent la répétition, et même Anora de Sean Baker, par exemple, on sent vraiment la répétition, et que c'est pas forcément du plaisir. Et c'est vrai qu'elle a l'air de subir l'instant, mais en même temps, on est quand même dans ce flou constant, et cette tension, on sait jamais s'il va se passer un truc négatif, parce que comme le disait Jules tout à l'heure aussi, les prostituées avec qui elle est lui disent qu'elle a eu de la chance, quoi. Et c'est vrai que tout le long, on a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et c'est assez fou de suivre cette histoire, du coup. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose, mais pas tant que ça, parce que le client en général, est pas diabolisé dans un milieu où on a tendance à les pointer du doigt, à dire mais quand même, regardez, ces gens font des choses très bizarres. Et là, ils font effectivement des choses bizarres, mais il n'y a pas ce côté... on les pointe pas du doigt, on les diabolise pas, et on en fait quand même des personnages humains qui ont presque une raison pour ce qu'ils font. Et au final, ils font de mal à personne dans leur pratique, et on peut pas leur reprocher de faire ce qu'ils font. Moi, c'est ça que je trouve un peu dommage. Je comprends ce que tu veux dire dans l'idée de la répétition, et on pourrait se demander est-ce qu'il va lui arriver quelque chose de mal ou pas, mais en fait, et comme dit Jules, on peut se poser la question au début, mais je trouve qu'après, très vite, en fait, on comprend que juste, ce sera pas forcément facile à chaque fois, à chaque intervention, mais en fait, arriver à un moment où ça fait je sais pas combien de fois qu'on la voit faire une séance avec une personne, en fait, à la 4e ou 5e fois, on comprend qu'il lui arrivera rien, et juste... je sais même pas si ça caractérise encore plus ce personnage, puisque en fait les pratiques sont assez similaires, puisqu'elle se restreint quand même, il y a beaucoup de choses qu'elle veut pas faire, et elle le dit dès le début. Et donc en fait c'est pour ça qu'au début, quand je disais que ça aurait gagné à être un peu plus court, je pense qu'à la fin les répétitions, ça montre aussi le fait, comme tu disais, qu'il faut toujours en faire plus pour au final avoir quelque chose et avoir de la reconnaissance, puis pouvoir être plus reconnu, donc plus d'argent. Enfin, c'est tout un cercle plutôt vicieux. Mais je trouve qu'en fait, comme assez rapidement, on sait qu'il va rien lui arriver. Au final, la répétition, ça fait juste une répétition. Et comme disait Eliam, on se lasse. Et très vite, ça perd un peu en intérêt, parce qu'on sait qu'elle va faire la séance, après ça va bien se passer, il va partir, et comme ça pendant pas mal de temps d'affilée. Donc c'est pour ça qu'au début, je disais que ça gagnait peut-être à être raccourci au milieu, quoi. Après, on parle d'un deuil aussi, peut-être aussi, parce que du coup, je viens d'y penser, mais c'est vrai que peut-être que si on se lasse, peut-être c'est plus un problème de mise en scène que de scénario, dans le sens où, étant donné qu'elle est en deuil, qu'elle a du mal à accepter d'ailleurs, hein, c'est un peu le propos du film, et le fait qu'elle fait une pratique qu'elle ne connaît pas et qu'elle met du temps à découvrir, c'est peut-être, ça voulait justement... la réalisatrice voulait justement peut-être faire ressentir aussi cette lassitude qu'elle avait à travers du coup cette activité, mais aussi avec... le fait que le deuil qu'elle n'a pas accepté, ça crée un vide, et du coup que ce vide-là, peut-être que ça peut être interprété comme ça. Après moi, comme j'ai dit, hein, j'ai ressenti vraiment une lassitude, hein. Et pour moi c'est peut-être plus un problème de mise en scène, mais peut-être que si ça avait été différemment, on aurait compris ce propos-là. Je sais pas trop ce que l'actrice a voulu dire par là, mais à mon avis c'est peut-être ça, mais c'est juste que comme ça a été mis en forme d'une certaine manière, ça nous a pas forcément parlé. Après voilà, c'est pas... sans pour autant dénigrer le film. C'est vrai que c'était un peu long, ce passage-là.
Mais moi, il y a aussi t'en as parlé de la scène finale, Mathéo, mais en fait, moi, il y a surtout la scène. T'as commencé à parler, Eliam, du bébé. Non, c'est une personne âgée c'est une personne. Enfin, âgée. Pas âgée, mais elle est très jeune. Mais elle a, je sais pas, 50. Enfin, et elle est établie. On voit que c'est une maison luxueuse. Et donc, il y a la personnage principale, la protagoniste et une amie à elle. Et je sais pas trop comment Enfin, je trouve elle raconte plein de trucs. Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal à interpréter cette scène, mais elle est super forte parce qu'il y a quand même un adulte qui veut se faire passer en bébé et être un peu chouchouté comme un enfant doit être changé, nourri. Mais j'ai un peu du mal à. Je la trouve très bien dans le sens où ça raconte quand même que même elle, on voit un peu ses limites et que ça la touche peut-être trop personnellement. Et justement, je trouve que ça enrichit le personnage. Mais je sais pas trop comment l'interpréter, donc mais je trouve que c'est quand même celle-là et la scène finale, c'est quand même les deux scènes qui marquent le plus, et c'est pour ça aussi que c'est un bon film, parce qu'un bon film, il y a quand même des scènes ou des plans au moins qui marquent, et là il y a quand même c'est des séquences même, quand même deux séquences qui marchent vraiment bien. Et celle-là, en même temps c'est un mystère, en même temps j'ai un peu une interprétation facile que ça caractérise les personnages, mais je la trouve assez fascinante quand même, quoi. Donc je sais pas trop comment vous l'avez vu et interprété, mais je la trouve vraiment quand même vraiment bien, cette scène. Rien à voir, mais j'aimerais bien parler aussi du fait que le film met le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, c'est que cette assistante sociale entre dans ce milieu de la prostitution alors qu'elle se retrouvait, quelques mois avant, à aider des personnes qui étaient dans sa situation justement. Et donc, même s'il y a aucune dimension politique à ce film, on montre quand même un dysfonctionnement flagrant de finalement les gens qui doivent aider socialement d'autres personnes n'ont pas les moyens de le faire, n'ont pas les moyens de s'aider eux-mêmes déjà. Et donc on voit à chaque fois le couloir rebonder où on sait très bien que les gens vont sortir d'ici sans avoir obtenu ce qu'ils sont venus chercher, quoi. Et puis peut-être qu'ils se mettront à vendre leurs culottes après aussi, quoi. Il faut du contexte là. Il faut aller voir le film pour avoir le contexte. Mathéo, tu as évoqué Yorgos Lanthimos, ça me fait une super transition parce que du coup, le dernier film qu'on va parler, c'est Bugonia, qui est un remake du film coréen Save the Green Planet que Lanthimos a fait à sa sauce. Tu veux commencer, Jules ? Oui, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, donc je sais pas ce que j'allais voir, et j'ai l'impression que tout l'intérêt du film repose sur le fait de ne pas savoir ce qu'on voit. On se demande si c'est un film de science-fiction ou si c'est un film sur un complotiste qui craque complètement. Et donc jusqu'à la fin, le doute plane, et au milieu, je dirais, le doute s'enlève, puisque finalement, c'est pas là l'intérêt du film. On se dit que finalement, la personnage pourrait être une extraterrestre ou non. Et la question n'est plus là, c'est de montrer que dans tous les cas, ce qu'elle fait n'est pas éthique, et que dans tous les cas, les abeilles meurent. Et donc le film s'ouvre avec des abeilles, se conclut avec des abeilles, et tout l'enjeu de est-ce qu'il y a des extraterrestres ou pas s'envole un petit peu, même si à chaque fois les rebondissements sur est-ce qu'elle l'est ou pas fonctionnent très très bien. Mais je trouve que l'acteur joue vraiment... le duo d'acteurs est vraiment super. Oui, j'ai pas le nom, mais... Jesse Plemons. Mais oui, très, très impressionnant. Très impressionnant dans son rôle de fou, mais d'un fou qui est à la fois très cartésien, pragmatique, mais accompagné d'un personnage très émotif qui n'a pas du tout les compétences pour un kidnapping et pour une révolution et pour transformer le monde, quoi. Moi je voudrais rebondir sur ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais notamment pour moi le film c'est vraiment un rapport de force constante et qui s'inverse sans cesse. On pourrait voir un rapport de classe aussi, parce que là on a l'impression qu'on fait face au MEDEF intergalactique, quoi. Si je peux me permettre la blague, mais vraiment parce que même si le personnage d'Emma Stone est sans cesse bafoué, etc., et mis en tutelle, bâillonné, etc., des fois elle a quand même l'ascendant sur son dominant, entre guillemets.
Et ça prouve que c'est pas la classe prolétaire qui n'arrivera jamais à, etc. Mais je trouve qu'il y a toujours ce rapport, même elle le méprise culturellement, etc. Et lui, il est enfermé dans une bulle aussi algorithmique. On sent qu'il a un schéma de pensée très clair, idéologique, et qu'il n'arrive pas à en sortir, et que pour lui, il est persuadé. Et inversement, et qu'il n'y a aucun dialogue entre les deux, et que ça peut que se répondre par la violence. Et on sent qu'aussi il y a tout l'aspect manipulation, et là les dialogues sont vraiment géniaux, je trouve, et puis sans cesse la mise en scène elle va contrebalancer, notamment c'est un peu évident, mais avec des contre-plongées, des plongées, etc., pour montrer les rapports de domination. Et le film est juste brillant là-dessus, et Yorgos Lanthimos, moi c'est mon réalisateur préféré, donc je suis pas très objectif, mais je trouve qu'il emploie toujours la musique de façon très intéressante aussi dans ses films. Là, elle dissonne complètement. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est quand il prend beaucoup de liberté, notamment avec des scènes un peu éthérées, un peu oniriques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène où le personnage de Jesse Plemons a sa mère en sorte de ballon. Je trouve qu'il se permet des choses visuellement très métaphoriques, même avec des aiguilles, etc. Et ça, c'est ce que j'avais retrouvé dans Pauvre créature et que j'avais absolument adoré. C'est cet imaginaire visuel, même avec la fin, on va pas spoil, mais voilà, en tout cas, c'est un régal, ce film, visuellement et même thématiquement. Il est très riche. Voilà, globalement. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Mais il y a des petits détails, en fait, qui m'ont beaucoup fait rire, où il fait vraiment des clins d'œil à E.T. avec des plans où c'est sur le vélo. En fait, moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment cool qu'il ait fait ça, parce que je trouve que c'est un peu teinté d'humour noir, ce film-là, et je trouve ça vraiment bien, je trouve ça très intéressant. Après, c'est vrai que c'est sur le rapport de domination, contre-plongée, plongée. C'est un peu évident, mais ça veut dire quand même quelque chose, donc on lui en voudra pas. Et, mais par contre, moi, il y a un plan qui m'a beaucoup marqué, mais je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je sais que dans la salle de cinéma, je crois j'étais au milieu centre, et c'est dans les premiers plans, et je crois que c'est un des tout premiers plans où c'est une sorte de plan d'ensemble sur la maison, on a les ruches, les abeilles et tout, et j'ai l'impression que c'est dans la continuité de la salle de cinéma, et j'avais le sentiment que je pouvais rentrer vraiment dans le décor et dans la maison, et en fait ce plan j'ai trouvé très immersif, et du coup je suis rentré direct dedans, et il l'a fait quelques fois, et je trouve complètement fou ce plan là en fait, c'est sa manière de sa position en fait, de la caméra, c'était une sorte de continuité du vidéoprojecteur de la salle de cinéma, quand tu pouvais vraiment franchir la toile quoi, et je trouve ça vraiment très intéressant. Après je sais pas si c'est de sa volonté, pardon, mais je trouvais ça assez fou en fait, une sorte d'illusion d'optique un peu marrante. Oui, mais de toute façon, c'est un spécialiste des cadrages. Vraiment, des fois, il arrive à rendre des espaces vraiment immenses, alors qu'en réalité, ils sont assez clos. Et c'est vraiment, il va beaucoup jouer sur les focales, etc., sur la profondeur de champ. Et notamment, il y a des plans où Emma Stone va marcher le long de sa boîte, et la boîte paraît immense, elle paraît gigantesque, alors que la maison va paraître constamment claustrophobique, etc. Et ça, c'est un peu aussi le reflet de... la maison est très close, c'est un peu un huis clos, et c'est aussi le schéma de pensée qui se répète, qui tourne en boucle. Et on sent que c'est deux idéologies complètement contradictoires qui se confrontent. Et les plans un peu métaphoriques sur les abeilles, notamment, ils font un peu aérer ça, et ils sortent un peu de la tension. Et après, ils sont au début et à la fin. Et pour moi, c'est pas très subtil, mais c'est intéressant. Et puis, c'est un peu poétique aussi. Moi, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Jules tout à l'heure en parlant d'Emma Stone. Moi, je trouve qu'on a quand même un trio d'acteurs qui est fantastique. Emma Stone, depuis que Lanthimos a quitté sa période grecque, là, c'est un peu devenu sa muse. On la voit dans pratiquement tous ses films. Et là, elle nous livre une interprétation qui est phénoménale. Moi, pendant tout le film, j'étais un peu... sur les fesses pour pas dire autre chose, mais j'étais là, je me dis mais ok. Et le duo en fait entre Jesse Plemons et je suis partie voir le nom, mais Aidan Delbis, qui était fou aussi. Et dans mes recherches que j'avais fait en sortant du cinéma, parce que j'étais folle, je me dis mais en fait j'ai besoin de savoir. L'acteur qui joue Dan, du coup, Tandon, et n'a pas fait d'autres films avant. Et c'est un acteur qui est vraiment autiste en fait dans la vraie vie. Et je trouve ça hyper intéressant de la part de Lanthimos pour jouer du coup sur les ascendants que ont chaque personnage sur quelque chose. Je trouve ça super intéressant pour rebondir sur ce que tu parlais des décors. Moi, sa boîte, c'est la première fois que je l'ai vue. Je me suis dit, mais c'est un vaisseau spatial.
tu vois les tuyaux dans le plafond, tu vois, c'est que des trucs en verre. Tu dis un peu comme les films de SF qu'on a généralement, où en fait maintenant, c'est plus des tablettes, des trucs physiques, mais c'est des choses qu'on projette un peu en transparence. T'as l'impression qu'on va te projeter des trucs sur les murs de son bureau. Enfin, il y a plein de choses qui est un peu du coup alien avec sa boîte. Et le fait aussi, en fait, une des choses qui joue en fait pour moi dans cette ambiguïté, c'est comment elle parle aux gens. Elle leur parle, t'as l'impression qu'elle mime de l'empathie. En disant non, vous pouvez quitter le travail super tôt, mais en fait, oubliez pas qu'en fait, il y a ça aussi à faire, mais vous pouvez partir tôt parce que vous avez une famille, mais dans la boîte, il y a ça aussi à faire, mais en fait, quand même que si, mais voilà. Et tu dis, ok, en fait, dès le début, je crois que c'est 5 premières minutes, et tu dis, ok, on se pose déjà des questions, et je trouve ça super fort. Oui, complètement. Je me disais la même chose avant même que l'enjeu sur est-ce qu'elle est alien ou pas apparaisse. Tu te dis, là, on part peut-être sur un film de science-fiction. Ce personnage, il dégage quelque chose dans sa façon où, quand elle fait la vidéo d'entreprise face caméra, elle dégage quelque chose avec dans son jeu d'acteur est tellement subtil qu'il y a le doute de est-ce que ce personnage est un alien, doute que j'ai rarement dans la vie quand même. Et c'est extrêmement subtil parce que du début à la fin, tu dis bah moi j'ai envie d'y croire, mais en même temps c'est vrai que ça paraît fou. Elle arrive à me convaincre, tout ça pour que au final, la fin est un retournement, mais très comique aussi dans la tenue des personnages qui sont des gros pantins. Oui, du début à la fin, c'est à la fois drôle et surprenant. Et puis, ce qui m'a surpris, et qui est très très bien mené, je trouve, c'est que le personnage justement de l'autiste qui déteste ce monde et qui veut juste s'en aller, a quand même cette lucidité de se dire, c'est pas cette personne que j'ai séquestrée qui va m'emmener. Et donc, au moment où on pense qu'il va changer d'avis, finalement, il quitte le monde quand même, mais en se suicidant, quoi. Donc donc une lucidité à laquelle on s'y attend pas du tout en tant que spectateur. On est persuadé que non, ça y est, là, c'est là que le film tourne mal pour le personnage principal. Il va se... Mais plus que de la lucidité, c'est le seul personnage qui a vraiment de l'empathie. C'est le seul personnage qu'on nous montre avec de l'empathie pendant tout le film, et je trouve ça super, super intéressant aussi de le montrer avec le personnage de Don. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a ces scènes de torture sur Emma Stone, c'est le premier qui a pas envie que ça se passe, qui veut que ça s'arrête, qui instaure des limites. On ne sait pas jusqu'à où va son questionnement, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où va son raisonnement sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y croit vraiment, ou est-ce qu'il y croit pour faire plaisir au personnage de j'oublie comment s'appelle le personnage de Jesse Pinkman, mais est-ce qu'il fait ça pour ça, ou est-ce qu'il y croit vraiment, ou est-ce que c'est juste pour son ami? Mais cette empathie jusqu'au bout, d'être gentil avec elle, même à la fin, ne serait-ce que de l'écouter et d'avoir de vrais dialogues au lieu de juste la crier dessus et de la prendre comme un monstre. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très très doux. Et je sais pas si vous avez vu le film de base, du coup, le film coréen Save the Green Planet ou pas. Aucun de vous quatre. Non, du tout. Premièrement, je vous le conseille. Deuxièmement, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le film de base, en fait, c'est pas une CEO, mais un CEO. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'il transforme ce personnage-là en personnage de femme. Et au début, en fait, je me demandais pourquoi. Et après, quand j'ai vu, du coup, les scènes éthérées, scènes de rêve, en noir et blanc sur le personnage principal et sa mère, j'ai compris directement que, en fait, c'est vraiment pour faire un parallèle entre ce personnage-là et la maman, mais vraiment en ligne droite, quoi. Surtout le moment où, quand il lui donne des habits, il donne les habits de sa mère. Donc vraiment, il y a une continuité ce parallèle entre cette CEO et sa mère. Sa mère aussi qui lui raconte des histoires, lui fait croire des choses, parce que c'est une femme droguée, c'est une femme perdue, c'est une femme utilisée aussi par la société, c'est une femme à qui on a menti et qu'on a utilisée dans le cadre de ces tests médicologiques. Enfin, il y a plein de choses dedans et je trouve ça super intéressant. Puis moi, ça m'a fait plaisir de voir Alicia Silverstone. J'étais contente. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le film ?
Bah oui, moi je voulais aussi revenir sur le personnage du frère justement, et c'est le seul qui a de l'empathie, et il subit aussi totalement le martelage idéologique de son frère, et c'est intéressant, parce que ça part à chaque fois de bons sentiments, mais on dirait presque une idéologie presque masculiniste, parfois il faut faire du sport, il faut, etc. Et là il y a un parallèle assez acerbe sur les États-Unis. De toute façon, c'est une critique de l'absurde que Lanthimos y fait depuis longtemps dans ses films. Je ne sais pas si vous avez vu La mise à mort du cerf sacré, mais en gros, alors là, c'est poussé à l'extrême, mais tous les dialogues sont extrêmement fades, extrêmement consensuels. Tout est filmé de façon très froide, une réalisation très chirurgicale. Et là, j'ai retrouvé un petit peu ça là-dedans, avec le concept d'inquiétante étrangeté un peu freudienne, où toute la banalité du monde paraît vraiment complètement absurde à nos yeux. Et après, moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, et c'est là un peu le tournant. C'est vraiment la scène où ils ouvrent la porte dans la cave, là, je ne sais pas si vous voyez. Ah, si, ouais. Et là, il y a un peu une révélation, entre guillemets. Et du coup, moi, je trouvais ça... Enfin, ça m'a vraiment choqué, parce que jusque-là, on adoptait vachement le point de vue du héros, quand même, en se disant, ouais, le prolétaire va quand même réussir à inverser le rapport de force un jour. Et en fait, non, il reste enfermé dans son déterminisme. Et les deux sont... En fait, la caricature d'eux-mêmes au final, quoi. Enfin, on verra après, mais voilà. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'empathie. Je trouve que le personnage principal a aussi de l'empathie, au moins pour ses abeilles, et on le voit qu'il est passionné, il va tout le temps à ses ruches, alors qu'à côté, il est en train de découper quelqu'un dans sa cave. Et c'est un contraste qui est assez fou et qui traduit bien la dissociation entre la société qu'il déteste et la nature en général, qui peut continuer à le fasciner comme un enfant, même si son point de vue sur la vie est loin d'être celui d'un enfant. Oui. Et puis, j'aimerais bien revenir sur une scène qui m'a fasciné, celle où il mange des spaghettis après le test du voltage sur donc la soi-disant alien. Et on se rend compte que si elle n'est pas morte, c'est qu'elle appartenait à une classe supérieure d'aliens. Et il se retrouve finalement à la servir comme une invitée d'honneur, mais en la laissant attachée quand même, après avoir failli la tuer. Enfin, il y a quelque chose d'assez surprenant, d'assez fou dans cette scène. Puis elle le vit comme si c'était normal aussi. Elle comprend son protocole et dit non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, ça m'a laissé... Oui, voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette scène, mais... Moi, je l'aime beaucoup, elle m'a fait extrêmement rire. Je sais pas jusqu'à dire ça, mais l'humour noir qui s'en dégage, et en même temps la tension, parce qu'au début, c'est pris comme normal, mais en fait, tu sens qu'elle l'attaque dans ses mots, parce que dès qu'elle a trouvé en fait un point d'accroche sensible, parce qu'au début, il ne lui dit rien sur elle, elle ne sait même pas que qu'elle fait partie d'un de ses employés d'une de ses structures. Mais dès qu'elle a le nom de famille en fait envoyé sur la robe et qu'elle comprend en fait d'où il vient, elle a son point d'attaque et tout de suite en fait, t'as l'impression que cette table à manger est un champ de bataille, mais verbal, et que lui n'a plus l'ascendant, même si elle est attachée, c'est lui en fait qui se prend tous les coups, et tout ce qu'elle a reçu en bas, elle lui redonne en haut, et carrément il y a ce côté bestial en fait qui ressort. Mais physiquement et pas via ces électrodes ou autres, quoi. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et moi, je veux revenir sur ce que tu avais dit, Mathéo. Je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était par rapport au personnage de Emma Stone. Alors, sur quoi précisément ? J'ai sur le fait qu'elle a un comportement très... Oui, c'est ça. En fait, pendant tout le film, il y a plein de comportements qu'on voit au fur et à mesure du film. Et c'est ça, sur la critique des États-Unis, qui est en fait plein de petits pics qui placent par-ci, par-là, qui sont indirectement liés au personnage d'Emma Stone et au personnage du coup de Jesse Plemons, où il y a ce dialogue en fait avec sa collègue de travail, qui littéralement peut être vu comme un espace de travail de Amazon, quoi, avec elle qui met des cartons et qui explique qu'en fait elle s'est cassée la main, mais elle peut ils ont le droit en fait de la laisser travailler alors qu'en fait elle est censée être en arrêt de travail parce que là c'est un petit peu possible. Il y a toute la sous-intrigue avec son ancien babysitter qui travaille dans la police et qui lui a certainement fait subir des agressions sexuelles, mais qui est qui est très insinueux et on te le dit pas tout de
c'est pas clairement dit, mais les excuses qu'il lui fait à chaque fois qu'il le voit, où tu te dis mais c'est très malaisant et tu comprends pas pourquoi, et c'est que à la fin où tu comprends en fait bah d'accord, et bah d'accord. Et tous les moments aussi, on a des scènes avec en fond le drapeau américain, et ça je trouve ça hyper intéressant aussi sur sa critique. Et pour rebondir sur l'humour noir aussi qui avait été que vous avez dit plusieurs fois là, tous les cartons avec la Terre qui devient plate, mais moi j'étais morte de rire à chaque fois que en fait au début ça commence avec je sais plus combien de jours avant l'éclipse lunaire, du coup on voit la Terre ronde et tu te dis ok d'accord, en fait tu vas voir la lune et le noir qui va venir, enfin comme une éclipse quoi, et en fait non, c'est juste la Terre qui se tourne et en fait tu vois que c'est juste une Terre plate, et c'est tellement drôle, moi ça m'a fait tellement rire. Oui, pour aller un peu plus loin dans la critique politique, je pense qu'il y a un sens purement symbolique dans ce film où on peut enlever tout le côté science-fiction et se dire c'est juste la symbolique d'une mentalité de chef d'entreprise qui est incompréhensible dans le monde aujourd'hui avec toutes les questions d'écologie et tout ça. Donc toute l'immersion dans la vie de la chef d'entreprise qui fait semblant d'être humaine, mais qu'en fait, oui, comme tu disais, les gens finissent à 17h30, mais en réalité, ils finissent quand ils ont fait tout le travail, sachant que c'est un travail monstre, donc il n'y a pas d'humanité, et puis elle s'en fiche des produits qu'elle commercialise. Donc c'est des produits qui tuent, enfin c'est des tests sur des humains, comme sur la mère du personnage, enfin qui tuent les abeilles aussi, et finalement la dimension alien, c'est, disons que ces gens, on ne peut pas vraiment les comprendre, et on ne sait pas d'où ils viennent. Et enfin, moi, je verrais ça comme ça. Oui, on a l'impression qu'ils viennent d'un autre monde parce que factuellement, ils vivent vraiment pas dans le même monde que nous. Enfin, on va pas forcément faire les mêmes courses au même endroit. Est-ce que déjà ils font leurs courses? C'est ça la question. On va pas forcément manger pareil, s'habiller pareil, côtoyer les mêmes gens. Et il y a tout, comme tu as dit, dans cette fausse empathie qu'elle a avec ses employés. On le voit dès le début avec la scène où elle fait, où on la filme pour la pub pour son entreprise, où elle dit son texte. Ça cut et elle commence à s'énerver et elle est en mode non, on va refaire, et elle se remet dans son personnage, et là tu te dis ok, en fait il n'y a pas d'empathie, elle fake tout ça, mais est-ce qu'elle fake en tant qu'agent, enfin que chef d'entreprise, parce qu'il faut avoir une bonne image, et on voit tout, en plus l'image joue vachement, en fait c'est un film qui a beaucoup d'images aussi, parce que dans son bureau, ou quand on la présente, je ne sais plus si c'est dans son bureau sur les murs, enfin, toutes les images de elle au Times, de ses interviews, de son TEDx, enfin... Donc ouais, ça c'était fort parce que oui, elle est factuellement dans un autre monde sans même compter le fait que est-ce que c'est une alien ou pas. Même au niveau de la corporalité, elle est dans un autre monde. Enfin, les deux, elle, on voit une fois, à un moment, elle fait un footing sur son tapis, etc. Ultra droit, ultra cadré. Les autres, ils font du sport dans leur maison. Et déjà, les espaces dans lesquels ils vivent sont très différents et ils représentent complètement la psyché. Enfin, à la fois, le film est absolument pas subtil dans ce qu'il montre, mais il est à la fois très subtil par des détails qu'il va insérer. Et je trouve que la dimension du corps est assez présente dans le film. Notamment, ils se battent beaucoup. Et à chaque fois qu'ils se battent, c'est montré un peu de façon très réaliste, un peu ridicule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une scène au début, quand ils essayent de la kidnapper, là, et c'est filmé de l'intérieur de la maison, et ils sont dans un buisson, et du coup, il n'y a pas de son, et c'est juste une bataille un peu enfantine. Moi, j'ai trouvé ça assez fou de montrer ses rapports au corps. Elle qui est surentraînée, qui dit qu'elle a, je sais plus, 50 ans, alors qu'elle en fait même pas 25. Et c'est assez fascinant, quoi. Et alors que lui, au contraire, il est très marqué. Il a les cheveux gras, il sue constamment. Enfin, c'est vraiment on sent le contrôle et justement l'incontrôle, etc. Et puis lui, il est vachement pris par les sphères, comment dire, pas polémiques, mais... Oui, complotiste, pardon. Et voilà, donc il y a le rapprochement. L'Antimos, jamais il va dire oui, la Terre est plate, enfin, faut croire les platistes, etc. Au contraire, ça montre l'absurdité des deux camps et que non plus, il ne faut pas être trop rationnel et trop croire au système en place parce qu'il est au contraire. C'est un beau personnage pathétique, le personnage de Supplement, parce que en fait, pendant tout le film, il y a des moments où tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie d'être empathique avec un personnage comme ça, quoi? Et ça aussi, je trouve ça hyper intéressant de questionner du coup l'empathie du spectateur, parce que tu dis, enfin, il a tellement plus rien que la seule chose auquel il se retient, c'est les derniers mots de sa mère qui sont des trucs un peu complotistes, et du coup tous ces complots, parce que tout ce qu'il connaissait, tout son entourage, il n'a plus d'entourage, il n'a plus rien à s'accrocher à part son meilleur ami Don. Mais Don, en fait, c'est plus un suiveur
un véritable penseur par rapport à Jesse, il y a de l'ascendance en fait sur lui. Et du coup, c'est un peu un personnage pathétique où tu te dis, tu sais pas quoi faire en fait en tant que personnage. Est-ce que je vais être empathique? Est-ce que tant mieux pour lui? Est-ce que tant pis? Est-ce que finalement, il y avait vraiment un monde où ça aurait pu mieux se finir? Ou est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Et du coup, pareil, ça questionne aussi les institutions aux États-Unis avec Trump, avec l'importance qu'on donne aux entreprises et aux personnes du coup dans un autre monde plutôt qu'à la population qui sont les premières impactées et qui n'ont pas d'aide en fait dans tout ce qu'elles vivent. Est-ce que des mots ou est-ce qu'on finit ici Tu veux rajouter quelque chose? Tu l'as pas vu? Antonin l'a pas vu. J'espère que tu vas le voir bientôt. Désolé pour les spoils. Merci à vous 4. Et à une prochaine. Merci. Avec... Merci de faire un toit. J'ai pris de mon temps. J'espère que c'est payé. On va avoir le chèque après, c'est bien. Et merci de nous avoir écoutés sur ce super podcast de l'Arvoir pour l'atelier critique de Rennes 2.